Mes chers amis, installez-vous confortablement. Il est temps de laisser les histoires du passé apaiser votre esprit. Ce soir, nous voyageons dans le temps, bien loin, vers les vastes plaines glacées de la Russie impériale. Nous allons murmurer à l'oreille de l'histoire elle-même pour découvrir la vie extraordinaire d'une femme qui a transformé un empire. Une femme connue de tous sous le nom de Catherine la Grande. Fermez les yeux et laissez votre imagination dériver. Nous ne sommes pas ici pour une leçon d'histoire traditionnelle, pleine de dates et de faits que l'on doit mémoriser. Non, notre objectif est plus simple et plus profond. Nous cherchons à ressentir le passé, à le laisser nous envelopper comme une couverture douce. Pensez à l'histoire non pas comme une série d'événements lointains, mais comme un flux continu, un fleuve paisible qui coule du passé vers le présent. Ce soir, nous flotterons sur ce fleuve, en silence, pour observer les contours d'une vie exceptionnelle. Notre voyage commence très loin de la grandeur de Saint-Pétersbourg. Imaginez un instant la petite ville de Stettin, en Poméranie, aujourd'hui en Pologne. Nous sommes en 1729 et dans une famille princière de second rang, une petite fille vient de naître. Son nom est Sophie Frédérique Auguste. Rien dans son enfance ne l'a destinée à devenir l'une des plus grandes monarques de l'histoire. C'est une enfance tranquille, sans faste ni grandeur. Une vie simple, loin des intrigues des grandes cours d'Europe. Alors que nous nous laissons bercer par ce début modeste, nous allons explorer les premières années de Sophie. Nous verrons comment, dans l'ombre, elle développe un esprit curieux et une volonté de faire. Les livres deviennent ses meilleurs amis, et la lecture son refuge. Elle dévore la philosophie des Lumières, les écrits de Voltaire et de Diderot, des idées qui ne sont pas encore tout à fait bien accueillies dans les cercles royaux traditionnels. Ces idées, ces graines semées dans son jeune esprit, fleuriront bien plus tard et donneront naissance à des réformes audacieuses qui changeront le visage de la Russie. Notre fleuve du temps nous mène ensuite à un tournant décisif, un mariage arrangé. C'est le destin des princesses de cette époque. Mais pour Sophie, ce n'est pas un simple arrangement, c'est une opportunité. La future impératrice de Russie, la nièce de la tsarine Élisabeth, est à la recherche d'une épouse pour son neveu et héritier, le grand-duc Pierre Fyodorovitch. La petite princesse allemande est choisie. Imaginez le voyage, un long et périlleux trajet vers le nord, vers cette terre lointaine et mystérieuse qu'est la Russie. La vie à la cour russe n'est pas un conte de fées. C'est un monde de faste, certes, mais aussi de complots, de jalousie et d'un protocole rigide. La jeune Sophie doit s'adapter. Elle doit apprendre une nouvelle langue, le russe, et se convertir à la foi orthodoxe. Ce sont des épreuves, mais elle les affronte avec une détermination impressionnante. Elle saisit chaque occasion d'apprendre, de s'intégrer. Elle séduit la cour par sa vivacité d'esprit et son charme. Et c'est à ce moment, lors de sa conversion, qu'elle reçoit le nom de Catherine Alexeyevna, le nom par lequel elle sera immortalisée. Le mariage avec Pierre est une union malheureuse. Le grand-duc est un homme immature, instable, et leur relation est froide. Dans l'ombre de ce mariage sans amour, Catherine se forge. Elle gagne le respect des courtisans, de la garde impériale. Elle étudie la politique russe, l'histoire de son nouveau pays. Elle observe les faiblesses du pouvoir et les désirs du peuple. Elle tisse un réseau de soutien qui lui sera d'une aide précieuse lorsque son destin l'appellera. Le décès de la tsarine Élisabeth en 1772 change tout. Pierre Fyodorovitch devient l'empereur Pierre Kruis. Mais son règne est court. Ses politiques impopulaires et son alliance avec la Prusse, l'ennemi de la Russie, le rendent vulnérable. Le mécontentement gronde. C'est dans ce climat d'incertitude que Catherine, avec le soutien des régiments de la garde, orchestre un coup d'État. Un coup d'État pacifique et réussi qui la place sur le trône de Russie. Le jeune Pierre Tour est déposé et Catherine est proclamée impératrice par les régiments fidèles. Une princesse allemande devient l'âme de la Russie. Son règne sera long et transformateur. On l'appellera l'âge d'or de la Russie. Elle s'inspire des philosophes des Lumières qu'elle a tant admirés dans sa jeunesse. Elle cherche à moderniser l'administration, à réformer le système judiciaire, à améliorer l'éducation. Elle fonde des institutions, des écoles pour les filles, des hôpitaux. Elle correspond avec Voltaire et Diderot,
et fait de Saint-Pétersbourg un centre intellectuel et artistique majeur de l'Europe. Mais son règne n'est pas exempt de contradictions. Alors qu'elle prône les idées de liberté et de justice, le système de servage en Russie persiste et s'intensifie même. Les paysans, la grande majorité de la population, restent attachés à la terre, leur vie dépendant de la volonté de leur seigneur. Cette tension entre les idéaux des Lumières et la réalité du pouvoir russe est l'un des paradoxes les plus fascinants de sa vie. Nous explorons aussi les guerres qui ont marqué son règne, l'expansion de l'Empire russe vers le sud et l'ouest. Elle annexe la Crimée et une grande partie de la Pologne, faisant de la Russie une puissance européenne de premier plan. Nous verrons comment elle a su combiner la diplomatie et la force pour atteindre ses objectifs. Enfin, nous nous pencherons sur l'héritage de Catherine la Grande. Qu'a-t-elle laissé derrière elle? Un empire plus grand, plus puissant et plus moderne. Des institutions culturelles qui existent encore aujourd'hui. Une légende qui a souvent été déformée par les mythes et les rumeurs, mais qui, une fois dépouillée de ses fictions, révèle la vie d'une femme de caractère, d'une stratège brillante et d'une monarque visionnaire. Alors que la nuit s'installe, nous allons laisser ces images défiler dans notre esprit. De la petite princesse de Stettin à l'impératrice de toutes les Russies, le voyage de Catherine la Grande est une histoire d'ambition, de résilience et de transformation. C'est une histoire qui mérite d'être écoutée, non pas pour être jugée, mais pour être comprise. Laissez ces mots se dissoudre doucement dans l'obscurité, comme une brume matinale sur la Neva. Laissez-vous porter par le récit qui va suivre, et que l'histoire vous apporte un sommeil paisible et réparateur. Nous commençons notre voyage là où tout a commencé, dans la petite ville de Stettin, en Poméranie, sur les rives de la mer Baltique. La date est le 2 mai 1729, et le monde est encore en train de s'éveiller à une ère nouvelle, celle des Lumières. C'est ici, dans le modeste château de ses parents, que naît une petite fille nommée Sophie Friedrich Auguste. Sa famille, la maison d'Anhalt-Zerbst, est une branche mineure de la noblesse allemande, sans grand pouvoir ni fortune. Loin des intrigues et du faste des cours royales, la petite Sophie grandit dans un environnement relativement simple et tranquille. Alors que nous dérivons à travers ses premières années, nous observons une enfance marquée non pas par l'opulence, mais par une certaine rigueur. Son père, le prince Christian Auguste, est un militaire de carrière, un homme droit et sans grande fantaisie. Sa mère, la princesse Johanna Elisabeth, est plus ambitieuse, mais sa vie est loin d'être celle d'une grande souveraine. Elle ne s'intéresse que modérément à l'éducation de sa fille, confiant la tâche à des gouvernantes et des précepteurs. C'est une éducation typique pour une princesse de l'époque. L'étude des langues, de la religion, des bonnes manières. Mais sous cette surface de convention, quelque chose d'extraordinaire se développe. La petite Sophie, au lieu de se contenter des leçons traditionnelles, montre une curiosité insatiable. Elle dévore les livres avec une passion qui la distingue. Dans une époque où le divertissement se trouve dans les salons et les bals, elle préfère la compagnie des philosophes. Elle lit les œuvres de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot. Ses idées nouvelles, ses réflexions sur la justice, la raison et la liberté s'infiltrent dans son esprit comme l'eau s'infiltre dans la terre, préparant le terrain pour une floraison future. Ces lectures ne sont pas seulement un passe-temps, elles sont une fenêtre sur un monde plus vaste, un monde où les monarchies ne sont pas une fin en soi, mais un outil pour le bien-être du peuple. Elle apprend aussi à maîtriser plusieurs langues. Le français est la langue de la cour et de la culture en Europe, et elle le parle avec une élégance qui surprendra plus tard ses interlocuteurs russes. Elle apprend également l'allemand, sa langue maternelle, et le russe une fois arrivée dans son nouveau pays. Cette maîtrise linguistique est un atout précieux qui lui permettra de communiquer avec les élites et de comprendre les nuances de la politique européenne. C'est dans le silence de son enfance, loin des regards, que Sophie se construit. Elle développe une intelligence vive, un esprit critique et une détermination qui ne la quittera jamais. La vie à Stettin est calme, mais l'Europe est en effervescence. Les guerres de succession font rage et les alliances se nouent et se dénouent. Le destin de la petite princesse est encore incertain,
mais il est déjà lié à celui de sa tante, la princesse Johanna Elisabeth, qui entretient des contacts avec la cour de Russie. Sa sœur est en effet la mère du futur empereur de Russie, le grand-duc Pierre Fyodorovitch. Ces liens familiaux, si lointains soient-ils, sont la porte d'entrée qui va changer le cours de l'histoire. Pensez à ce moment avec douceur. Imaginez une petite fille, assise dans une chambre éclairée par la lueur d'une bougie, absorbée par un livre. Elle est loin de se douter que son amour pour la connaissance l'amènera à la tête du plus grand empire du monde. Elle n'est encore que Sophie, une princesse mineure avec de grands rêves et une intelligence extraordinaire. Mais en elle, les fondations de l'impératrice sont déjà en train de se poser, brique par brique, dans l'ombre et le silence. Cette enfance, simple et studieuse, est le prélude à une vie d'une richesse et d'une complexité sans pareille. Elle nous montre que la grandeur ne naît pas toujours dans le faste, mais peut se forger dans l'intimité d'un esprit curieux. L'éducation de Sophie n'est pas celle d'une future reine, mais celle d'une future philosophe, d'une future stratège. Elle a appris à penser par elle-même, à poser des questions, à ne pas accepter le monde tel qu'il est, mais à imaginer comment il pourrait être. Laissons maintenant cette image de Stettin s'estomper doucement, comme une photographie ancienne. Nous allons laisser le vent glacial du Nord nous emporter vers une destination lointaine et grandiose, une terre de neige et de vastes forêts, où le destin attend la jeune Sophie. Bientôt, elle quittera sa Poméranie natale pour un voyage dont les échos résonneront pendant des siècles. Ce voyage n'est pas seulement physique, c'est un voyage de l'âme, une transformation qui fera d'une petite princesse allemande l'une des figures les plus puissantes et les plus fascinantes de l'histoire. Le sommeil est comme ce voyage, une transition douce vers un autre état, un monde de calme et de rêve. Alors que nous nous laissons porter par la douce brise du passé, nous dérivons à travers les terres de l'Europe centrale, en direction du nord-est. Le voyage de la jeune Sophie Frédéric Auguste, de sa Poméranie natale vers la Russie, est un long et périlleux périple. Nous sommes en 1744 et elle n'a que 15 ans. Accompagnée de sa mère, elle traverse des paysages encore enneigés, laissant derrière elle tout ce qu'elle a connu. Ce voyage n'est pas seulement un déplacement géographique, c'est un rite de passage, une transition vers un destin qu'elle ne comprend pas encore pleinement. Leur destination est la cour impériale de Russie, un monde d'une splendeur et d'un mystère qui contraste fortement avec l'austérité de Stettin. Le but du voyage est un mariage arrangé, une pratique courante pour les familles royales de l'époque. La nièce de la tsarine Élisabeth, le grand-duc Pierre Fyodorovitch, héritier du trône, a besoin d'une épouse. La princesse Sophie a été choisie, en partie à cause de ses liens familiaux, mais aussi parce qu'elle est perçue comme une candidate malléable, facile à contrôler. L'histoire, une fois de plus, montre à quel point les apparences peuvent être trompeuses. L'arrivée à Saint-Pétersbourg est un choc pour la jeune fille. Imaginez la cour avec ses palais de marbre, ses fêtes grandioses, ses uniformes scintillants et ses bijoux étincelants. C'est un monde d'excès, de cérémonies complexes et de protocoles stricts, très différents de la vie simple qu'elle a menée. Elle est plongée dans un océan de visages inconnus, un environnement où chaque geste, chaque mot a son importance. Mais au lieu d'être intimidée, la jeune Sophie observe, écoute et apprend avec une détermination impressionnante. Le premier défi majeur est la conversion. Pour se marier avec le grand-duc et devenir une future tsarine, elle doit renoncer à sa foi luthérienne et se convertir à l'Église orthodoxe russe. C'est une étape essentielle. Elle s'y consacre avec un sérieux étonnant. Elle étudie les textes religieux, apprend les rituels complexes et s'immerge dans la culture orthodoxe. Son précepteur, le père Simon Todorsky, est impressionné par sa diligence. C'est lors de ce baptême qu'elle reçoit un nouveau nom, le nom qui restera à jamais dans l'histoire, Catherine Alexeyevna. Avec ce nouveau nom vient aussi un nouveau lien avec son futur mari, le grand-duc Pierre. La première rencontre n'est pas une histoire d'amour. Le grand-duc est décrit comme un homme immature, souvent capricieux et obsédé par les soldats de plomb. Son tempérament est instable et son aversion pour la Russie, son pays d'adoption, est évidente. Il préfère les coutumes prussiennes et idolâtre le roi Frédéric le Grand.
Cette relation difficile et déséquilibrée jette une ombre sur le mariage. Le couple vit une union sans chaleur ni amour, une union qui se transformera en une rivalité silencieuse. Mais la jeune Catherine ne se laisse pas abattre. Elle comprend que son destin ne dépend pas de l'amour de son mari. Il dépend de sa capacité à gagner le cœur de la cour et du peuple russe. Alors que le grand-duc Pierre s'isole dans ses passions puériles, elle se donne pour mission de devenir plus russe que les Russes eux-mêmes. Elle perfectionne sa maîtrise de la langue, parlant avec fluidité et conviction. Elle embrasse la culture, les traditions et les coutumes. Elle gagne le respect des courtisans, des dignitaires et surtout des régiments de la garde impériale, qui la voient comme une figure de stabilité et de force, un contraste frappant avec l'inconstance de son mari. Dans le silence de ses chambres, loin du regard des autres, Catherine continue d'étudier. Elle dévore les livres sur l'histoire de la Russie, sur son administration, ses lois. Elle lit les mémoires et les lettres des figures politiques de l'époque, cherchant à comprendre les rouages du pouvoir. Elle tisse patiemment son propre réseau d'influence, nouant des alliances avec des figures clés de la cour. Elle ne se contente pas d'être la femme de l'héritier. Elle se prépare à devenir elle-même une dirigeante. Ce passage de sa vie est d'une importance capitale. Il montre une femme qui, face à des circonstances adverses et une grande solitude, choisit de transformer son épreuve en une force. Elle ne subit pas son destin, elle le façonne. Dans l'ombre d'une cour splendide mais hostile, elle apprend les leçons de la survie politique. C'est ici, dans l'attente et la patience, que l'intelligence et la volonté de l'impératrice de demain se développent. Laissons maintenant cette image de la jeune grande-duchesse, assise dans une chambre du palais, en train de lire, en train de rêver et en train de planifier. Elle est la future Catherine, mais elle est encore l'observatrice, celle qui attend son heure. La cour de Russie est un labyrinthe de miroirs où les apparences sont trompeuses, mais Catherine a déjà appris à voir au-delà. Le chemin vers le trône est encore long, semé d'embûches, mais elle est prête. Alors que le froid de l'hiver russe s'installe, nous allons laisser ce chapitre se terminer et nous préparer à flotter vers les années qui forgeront le caractère d'une grande dirigeante. Que votre esprit soit aussi tranquille et patient que l'était le sien. La cour de Russie, avec ses palais somptueux et ses couloirs sinueux, est un théâtre d'intrigues, et la jeune Catherine en est à la fois une actrice et une spectatrice attentive. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle, et les années qui suivent son mariage sont une période de grande solitude pour la grande-duchesse. Tandis que son mari, le grand-duc Pierre, se livre à ses passions pour les parades militaires et les jeux d'enfants, Catherine s'isole, non par désespoir, mais par stratégie. Elle consacre ce temps à son éducation. La lecture est sa plus grande alliée. Elle se plonge dans les œuvres des grands philosophes européens, ces figures du siècle des Lumières que nous avons évoquées. Pensez à l'immense bibliothèque qu'elle s'est constituée, une collection qui reflète un esprit curieux et moderne. Elle ne lit pas seulement par plaisir, mais pour comprendre. Elle absorbe les idées de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs, les théories de John Locke sur les droits naturels et les écrits de Voltaire, avec qui elle entretiendra plus tard une correspondance passionnée. Ces idées, si radicales pour l'époque, lui donnent une vision du monde qui contraste fortement avec le système autocratique dans lequel elle vit. En parallèle, elle étudie l'histoire de la Russie avec une ferveur qui surprend la cour. Elle lit les chroniques, les traités, les récits du passé. Elle veut comprendre les forces qui ont façonné cet empire immense, ses faiblesses, ses traditions et son âme. Elle apprend à connaître le peuple russe, la paysannerie, les boyards, l'armée et l'Église orthodoxe. Elle comprend que pour diriger la Russie, il ne suffit pas de détenir le pouvoir. Il faut le légitimer, le fonder sur la compréhension et le respect des coutumes locales. Sa vie personnelle est en revanche un champ de ruines. Le mariage avec Pierre est un échec. Le couple s'éloigne l'un de l'autre et la tsarine Élisabeth, désespérée de voir un héritier naître, s'inquiète de la situation. Dans ce vide émotionnel, Catherine trouve du réconfort et des alliés. Ses relations personnelles, qui ont souvent été sujettes à la rumeur et à la déformation, sont à la fois des sources de réconfort et des opportunités politiques.
Elle s'entoure d'hommes de confiance, des officiers militaires, des courtisans intelligents, qui deviennent ses confidents et ses soutiens. Ces alliances, tissées dans l'ombre et souvent loin des yeux de la tsarine, sont une préparation silencieuse à la lutte pour le pouvoir qui l'attend. Le couple a finalement un fils, le grand-duc Paul Petrovitch, en 1754. Cependant, des doutes planent sur sa paternité, et le fait est que la tsarine Élisabeth retire l'enfant à ses parents pour l'élever elle-même. Pour Catherine, c'est un nouveau coup, un sentiment d'impuissance et de privation qui ne fait que renforcer sa détermination. Elle se sent prisonnière à la cour de Russie, mais elle utilise cette captivité pour aiguiser son esprit, pour observer les faiblesses du pouvoir et pour préparer sa propre ascension. Pendant ce temps, la tsarine Élisabeth vieillit, et la cour anticipe le moment où son neveu Pierre montera sur le trône. Les tensions montent. Le grand-duc Pierre est impopulaire. Ses manières prussiennes et son dédain pour l'Église orthodoxe russe irritent la noblesse et l'armée. Il est considéré comme incompétent, un danger pour la stabilité de l'Empire. À l'inverse, Catherine, par son dévouement à la culture russe, sa maîtrise de la langue et sa dignité, devient de plus en plus une figure de rassemblement, l'espoir d'une alternative plus sûre. Ces années sont le prélude à un drame historique. Catherine ne fait pas que survivre. Elle se positionne. Chaque livre lu, chaque alliance nouée, chaque déception subie renforce sa résilience et sa compréhension des dynamiques du pouvoir. Elle apprend à manœuvrer dans les eaux troubles de la politique russe, à lire entre les lignes, à agir avec patience et à attendre le bon moment. Laissons ces images s'estomper doucement. Pensez à la grande-duchesse Catherine, qui n'est pas encore la grande impératrice, assise à son bureau, éclairée par la lueur d'une bougie, absorbée dans la lecture d'un livre de Montesquieu. Elle se prépare non seulement à régner, mais à régner différemment, à la lumière des idées qui façonnent l'Europe. Ce sont ces années de préparation et de solitude qui forgeront la dirigeante visionnaire qu'elle deviendra. Que ce calme préparatoire vous apaise et vous guide vers un sommeil profond et réparateur. La nuit du 28 au 29 juin 1762 est un moment de basculement dans l'histoire de la Russie. C'est le moment où le destin de Catherine bascule, et avec lui, celui de l'Empire. Nous sommes à la cour de Peterhof, le palais d'été, près de Saint-Pétersbourg. Le grand-duc Pierre, qui est devenu empereur sous le nom de Pierre III 6 mois plus tôt, est au pouvoir. Son règne est un désastre. Sa politique est impopulaire, ses décisions sont impulsives, et il s'aliène la noblesse et le clergé. Ses réformes, comme la sécularisation des biens de l'Église, sont reçues avec fureur. Il offense également la fierté nationale en retirant la Russie de la guerre de 7 ans, une guerre où elle était victorieuse contre la Prusse, l'idole de Pierre. Pendant ce temps, Catherine est à Peterhof. Elle a patiemment attendu son heure. Elle a tissé un réseau d'alliés fidèles, en particulier parmi les frères Orlov, officiers de la garde impériale. C'est la garde qui, dans l'histoire de la Russie, a toujours été la clé du pouvoir. Les régiments mécontents des politiques de l'empereur se tournent vers l'impératrice. Ils voient en elle une dirigeante forte, une figure qui incarne la tradition russe, contrairement à son mari prussophile. Le coup d'État est d'une simplicité et d'une efficacité remarquables. Tout commence le 28 juin, lorsque le complot est découvert. Catherine reçoit un message urgent et décide d'agir immédiatement. Elle quitte Peterhof discrètement à l'aube, accompagnée de son amant Grigori Orlov, et se rend à Saint-Pétersbourg. Elle y rejoint le régiment Izmaïlovski, l'un des plus puissants de la garde impériale, dont les soldats l'accueillent avec enthousiasme. Les régiments se rallient les uns après les autres. Imaginez le spectacle. Des milliers de soldats, fiers et déterminés, la suivent jusqu'à la forteresse de l'Amirauté. C'est là, dans le silence solennel d'une caserne, qu'elle est proclamée impératrice par les troupes fidèles. Son fils, le grand-duc Paul, est également présent. Le message est clair. La succession a changé. La tsarine Élisabeth l'avait désignée, elle et son fils, mais c'est par la force, mais sans violence, que Catherine prend le pouvoir. On la mène à l'église de Kazan pour une cérémonie improvisée. Le peuple de Saint-Pétersbourg, voyant les troupes se rallier à elle, l'acclame. C'est un moment de triomphe personnel et politique. Pierre III, toujours à Peterhof,
et pris de court. Il envoie un message à sa femme, la suppliant de revenir. Mais c'est trop tard. Les troupes loyalistes de Catherine encerclent Peterhof. L'empereur réalise qu'il est seul, que personne ne le défendra. Sans résistance, il abdique. Il est ensuite transféré à Ropsha, une résidence isolée. Sa mort, quelques jours plus tard, reste un mystère. Officiellement, il meurt de colique. Officieusement, on pense qu'il a été assassiné, probablement par les frères Orlov, pour éliminer toute possibilité de retour sur le trône. Catherine n'a jamais été directement impliquée, mais elle n'a rien fait pour empêcher la tragédie. Ainsi, la princesse allemande, la grande-duchesse solitaire, devient Catherine d'Urf, impératrice et autocrate de toutes les Russies. Elle accède au pouvoir non par le sang, mais par un coup d'État. C'est une légitimité par l'action, par la volonté populaire de l'armée et de la noblesse qui voit en elle l'espoir d'une Russie stable et forte. Son règne commence dans un contexte de crise, mais avec un soutien solide. Ce coup d'État n'est pas seulement un événement politique, il est le point culminant de 18 années de préparation. C'est la victoire de la patience, de l'intelligence et de la persévérance sur l'immaturité et l'incompétence. C'est le moment où la figure de Sophie Frédéric Auguste disparaît pour laisser place à la légende de Catherine la Grande. Le chemin a été long, mais il est accompli. Laissons ces événements dramatiques s'apaiser dans notre esprit. Pensons à la détermination de cette femme qui, à la tête d'une armée fidèle, changea le cours de l'histoire en une seule journée. La transition du pouvoir fut rapide, presque silencieuse, et sa réussite marqua le début de l'un des règnes les plus longs et les plus influents de l'histoire de la Russie. Le pouvoir est maintenant le sien, et nous allons nous préparer à flotter vers l'ère de son règne. Que la douceur du passé vous accompagne. Le coup d'État est terminé, le pouvoir est désormais entre les mains de Catherine. Le monde entier observe. Le règne de Catherine II débute en plein cœur du siècle des Lumières, un mouvement intellectuel et philosophique qui domine l'Europe. C'est un mouvement qui célèbre la raison, la science et l'idée que le gouvernement peut et doit améliorer la condition humaine. Catherine, qui a tant lu Voltaire et Montesquieu, est une fille de cette ère. Elle ne veut pas seulement régner, elle veut réformer. Son but est de moderniser la Russie, de la hisser au rang des grandes puissances européennes, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan culturel et administratif. Elle commence par une série de réformes audacieuses, souvent inspirées par ses lectures. En 1767, elle convoque une grande commission, un rassemblement de représentants de toutes les classes sociales de l'Empire, à l'exception des serfs. Son objectif est d'élaborer un nouveau code de loi, le nakaz, instruction, qui s'inspire directement des idées des Lumières. Dans ce document, elle prône des principes révolutionnaires pour la Russie de l'époque, comme l'égalité devant la loi, la fin de la torture et la tolérance religieuse. La commission n'aboutit pas à un code de loi complet, mais elle a une valeur symbolique immense. Elle montre la volonté de Catherine d'entamer un dialogue avec son peuple et de gouverner à la lumière de la raison. C'est un moment crucial. Elle s'attaque également à l'administration. Elle réorganise les provinces, divisant l'immense empire en plus petites unités administratives pour les gérer plus efficacement. Elle donne plus de pouvoir aux gouverneurs locaux, ce qui facilite la gouvernance, mais renforce aussi le contrôle de l'État sur les régions éloignées. Elle fonde de nouvelles villes, des ports et des institutions, contribuant à l'essor économique de l'Empire. Elle encourage le commerce, l'artisanat et l'industrie. L'éducation est au cœur de son projet. Catherine croit fermement que l'éducation est la clé du progrès. Elle fonde l'Institut Smolny, la première institution d'enseignement supérieur pour les jeunes filles en Russie, une idée totalement novatrice. Son objectif est de former des femmes éclairées, des mères qui, à leur tour, élèveront une nouvelle génération d'hommes et de femmes modernes. Elle crée également des écoles primaires et des académies scientifiques. La Russie, sous son règne, passe d'un pays peu éduqué à un centre d'apprentissage et de pensée. Sur le plan culturel, son règne est une explosion créative. Elle fait venir des artistes, des architectes et des philosophes de toute l'Europe à sa cour. Elle collectionne des œuvres d'art à une échelle prodigieuse, une collection qui sera à l'origine du musée de l'Ermitage,
l'un des plus grands et des plus beaux musées du monde. Pensez à l'élégance de Saint-Pétersbourg sous son règne, aux palais, aux théâtres et aux jardins qui fleurissent. Elle correspond régulièrement avec Voltaire et d'autres figures des Lumières. Elle les invite à sa cour et les soutient financièrement. Pour beaucoup d'Européens, la Russie cesse d'être une terre barbare et lointaine et devient un empire moderne et cultivé, un phare des Lumières. Pourtant, le tableau n'est pas sans zone d'ombre. Les idéaux des Lumières et la réalité de la vie en Russie se heurtent souvent. Le servage, le système par lequel la grande majorité des paysans russes est attachée à la terre et à ses propriétaires, n'est pas aboli. Au contraire, il se renforce par certains aspects. Les propriétaires fonciers obtiennent encore plus de pouvoir sur leurs serfs. C'est le grand paradoxe du règne de Catherine. Une dirigeante qui prône la liberté et l'égalité dans ses écrits, mais qui maintient et renforce un système qui est à l'opposé de ses valeurs. C'est une contradiction qui continuera de marquer son règne. Alors que le soleil se couche sur le passé, nous nous arrêtons un instant pour contempler ce moment de grandeur et de paradoxe. Le règne de Catherine est une époque de splendeur et de réforme, un moment où la Russie s'ouvre au monde et s'enrichit. Les idées sont vivantes, les arts prospèrent. C'est une ère d'optimisme et de progrès. Laissez-vous envelopper par la douceur de ces idées, de cette volonté de créer un monde meilleur, et que ces pensées vous mènent à un sommeil paisible et inspirant. Alors que le règne de Catherine la Grande prend forme, la Russie ne se contente plus de rêver aux idéaux des Lumières. Elle se projette avec force sur la scène internationale. Si la première partie de son règne est marquée par les réformes intérieures, la seconde est dominée par les guerres et l'expansion territoriale. L'impératrice, en stratège habile, cherche à étendre son empire vers les mers, à sécuriser ses frontières et à renforcer sa position en Europe. Le conflit le plus important est sans doute la guerre russo-turque de 1768-1775. L'Empire ottoman est un rival de longue date de la Russie et Catherine voit une opportunité d'étendre son influence vers le sud en direction de la mer Noire. Pensez aux vastes plaines de l'Ukraine du Sud et de la Crimée, des territoires que l'Empire ottoman contrôle depuis des siècles. Catherine lance une offensive militaire audacieuse, menée par des généraux brillants comme Pierre Roumiantsev et Alexandre Souvorov. Les victoires russes sont décisives, tant sur terre que sur mer. La flotte russe, commandée par le comte Alexei Orlov, inflige une défaite humiliante aux Turcs à la bataille de Tchesmé en 1770, une victoire qui secoue l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée. La guerre se termine par la signature du traité de Küçük-Kaynarca en 1764. Ce traité est un triomphe pour la Russie. Elle obtient non seulement un accès à la mer Noire, mais aussi la possibilité de construire une flotte de guerre dans ses ports. Surtout, elle acquiert le statut de protectrice des chrétiens orthodoxes vivant sous le joug ottoman, un droit qui lui donne une influence immense dans les Balkans. Plus tard, en 1783, elle annexe la Crimée, une péninsule d'une importance stratégique capitale. Cette annexion n'est pas seulement un gain territorial, elle est un symbole de la montée en puissance de la Russie. Pendant ce temps, un autre théâtre d'opération se dessine à l'ouest, la Pologne. Ce grand royaume est affaibli par des divisions internes et par l'ingérence de ses voisins, la Russie, la Prusse et l'Autriche. Catherine, Frédéric le Grand de Prusse et Marie-Thérèse d'Autriche décident de se partager le territoire. C'est un événement sans précédent, un exemple frappant de la politique de puissance du XVIIIe siècle. En 1772, la Russie, la Prusse et l'Autriche réalisent le premier partage de la Pologne, annexant d'importantes portions de son territoire. Catherine s'empare des terres biélorusses et lettones. Ce premier partage n'est que le début. La Pologne tente de se réformer, de se moderniser et d'affirmer sa souveraineté, mais ses efforts sont vains. Catherine, craignant une Pologne forte et indépendante à ses frontières, orchestre d'autres interventions. Les deuxièmes, 1793, et troisièmes, 1795, partages de la Pologne suivent. La Pologne est rayée de la carte de l'Europe, son territoire étant complètement absorbé par les trois puissances. La Russie annexe la plus grande partie de l'est du pays, s'étendant profondément en Europe centrale.
C'est l'apogée de l'expansionnisme de Catherine, qui repousse les frontières de l'Empire jusqu'à l'Oural et la Baltique. Ces guerres ne sont pas de simples batailles. Elles sont le reflet de la vision de Catherine pour la Russie. Elle voit l'Empire comme une puissance européenne de premier plan, capable de rivaliser avec la France, la Grande-Bretagne et l'Autriche. Elle est une stratège brillante qui combine l'usage de la force militaire avec une diplomatie astucieuse pour atteindre ses objectifs. Les conquêtes de son règne augmentent la taille de l'Empire de près de 200 000 milles carrés et sa population passe de 19 à 36 millions d'habitants. Alors que nous dérivons à travers ces conquêtes, pensez aux conséquences à long terme de ces guerres. Elles ont fait de la Russie une puissance incontournable en Europe. Cependant, elles ont également créé de nouvelles tensions et des problèmes de gouvernance. L'empire de Catherine est plus grand, plus puissant, mais aussi plus complexe à gérer. La grandeur est souvent accompagnée d'un fardeau. Laissons maintenant ces images de batailles et de traités s'estomper. La grandeur et la puissance sont des concepts qui peuvent être épuisants. Alors que vous vous endormez, laissez ces grandes batailles se transformer en murmures lointains, comme le bruit d'un fleuve qui coule doucement vers la mer. Que ce voyage à travers l'expansion impériale vous apporte une paix profonde et sans limite. Les grandes conquêtes de Catherine la Grande ont marqué son règne, mais elles ont aussi créé des tensions profondes. Alors que l'impératrice renforce le pouvoir de la noblesse pour mieux l'administrer, les paysans, la grande majorité de la population, restent dans une condition de servage. C'est le grand paradoxe de son règne. Une monarque éclairée qui correspond avec les philosophes, mais qui, dans la pratique, maintient un système social archaïque et brutal. Les lois de Catherine sur le servage sont d'une sévérité qui contraste avec ses idéaux. Un propriétaire foncier a le droit de vendre ses serfs avec ou sans leurs terres, un droit qui les réduit à un simple bien meuble. Le mécontentement gronde et se transforme en une tempête. La révolte la plus grande et la plus célèbre de son règne est celle de l'énigmatique Emelian Pougatchev. En 1773, un homme se faisant passer pour l'empereur Pierre Tour, le mari déposé de Catherine, rallie des milliers de paysans, de Cosaques et de peuples indigènes de l'Oural et de la région de la Volga. Il promet la fin du servage, la réduction des impôts et la distribution des terres. Le mouvement se propage comme un feu de forêt et la rébellion devient une véritable guerre civile. Pougatchev n'est pas un leader ordinaire. Il est un Cosaque du Don, un homme qui a servi dans l'armée et qui connaît le terrain. Sa promesse de liberté résonne profondément dans les âmes des serfs, qui voient en lui un sauveur. Son armée grandit rapidement et il réussit à s'emparer de plusieurs forteresses et villes importantes. Il prend Kazan, une ville stratégique sur la Volga. Les forces impériales de Catherine sont dépassées au début, car elles sont occupées par les guerres avec l'Empire ottoman. L'impératrice est dans une situation délicate. La révolte de Pougatchev met en lumière les failles de son règne. Comment une dirigeante qui se dit éclairée peut-elle faire face à une révolte de la faim et de la misère? La réponse de Catherine est brutale. Elle envoie ses meilleures troupes pour réprimer la rébellion. Le général Souvorov, qui vient de remporter des victoires contre les Ottomans, est rappelé pour écraser la révolte. Les troupes impériales sont mieux organisées, mieux entraînées et mieux équipées que les rebelles. Pougatchev et ses partisans sont défaits après une série de batailles féroces. Il est capturé et emmené à Moscou, où il est jugé et exécuté en 1775. La répression est féroce. Des milliers de serfs et de rebelles sont exécutés ou exilés en Sibérie. Les conséquences de la révolte de Pougatchev sont profondes. L'impératrice Catherine, bien que victorieuse, est profondément marquée par l'événement. La peur d'une autre révolte paysanne la hante jusqu'à la fin de son règne. Au lieu de la pousser à abolir le servage, la révolte la conforte dans l'idée que la force est nécessaire pour maintenir l'ordre dans un empire aussi vaste. Elle renforce l'autorité des propriétaires fonciers et l'autocratie, craignant que des réformes plus libérales n'ouvrent la porte à d'autres révoltes. Les idéaux des Lumières qu'elle a si ardemment défendus dans sa jeunesse sont confrontés à la dure réalité du pouvoir. La révolte de Pougatchev est donc un tournant.
Elle montre les limites de la politique de Catherine et la tension entre ses idéaux et la nécessité de maintenir la stabilité et le pouvoir. Le paradoxe du servage est au cœur de son règne, une contradiction qui jette une ombre sur ses réalisations. Alors qu'elle construit des palais magnifiques et qu'elle encourage les arts, la grande majorité de son peuple vit dans la misère et l'oppression. Pensez à ce paradoxe avec calme. C'est une histoire qui ne peut être racontée en noir et blanc. Catherine la Grande n'est pas une figure simple, et son règne reflète la complexité de son époque. Elle est une femme de son temps, à la fois visionnaire et prisonnière des structures de son propre pouvoir. Alors que vous vous endormez, laissez ces contradictions se dissoudre doucement, comme le brouillard sur les vastes plaines russes. Que le sommeil soit un refuge, loin des troubles et des contradictions de l'histoire. Au-delà des champs de bataille et des réformes politiques, le règne de Catherine la Grande est un âge d'or pour la culture, les arts et la vie intellectuelle. L'impératrice, une femme de lettres dans l'âme, a fait de sa cour un centre de l'Europe des Lumières. Son amour pour la philosophie et la connaissance, qui s'est épanoui dans sa jeunesse, a maintenant l'opportunité de s'exprimer pleinement. Pensez à la magnificence de Saint-Pétersbourg sous son règne. Elle embellit la ville avec des palais et des édifices somptueux, souvent construits dans le style néoclassique qui est en vogue à l'époque. Elle engage des architectes de renom comme Charles Cameron, qui conçoit des galeries et des pavillons élégants. Le palais d'hiver devient le cœur d'une activité artistique intense. C'est là que Catherine installe sa prodigieuse collection d'art qui deviendra le noyau du musée de l'Ermitage. Elle collectionne des milliers de tableaux, de sculptures, de gravures et d'objets précieux, achetant des collections entières aux quatre coins de l'Europe. Son but n'est pas seulement d'accumuler des richesses, mais de montrer au monde que la Russie est un empire cultivé, capable de rivaliser avec les grandes nations d'Europe occidentale. Son mécénat ne se limite pas aux arts visuels. Elle soutient les musiciens, les poètes et les dramaturges. Elle écrit elle-même des pièces de théâtre, des opéras et des récits pour enfants. Elle fonde une académie russe qui s'attache à la normalisation de la langue et à l'étude des sciences. Elle encourage la création d'institutions comme l'Académie impériale des beaux-arts et la Bibliothèque nationale de Russie. La Russie, grâce à elle, s'ouvre et se modernise. La vie personnelle de Catherine, souvent entourée de mythes et de légendes, est tout aussi fascinante. Elle a des relations étroites avec des hommes qui sont à la fois ses amants et ses conseillers politiques. L'un des plus connus est Grigori Potemkin, un brillant officier militaire qui est aussi un homme d'État et un amant. Leur relation est une combinaison de passion, de confiance et de collaboration. Potemkin est une figure clé de son règne, responsable de la conquête de la Crimée et de la colonisation des terres nouvellement acquises dans le sud de l'Empire. Leur lien est une alliance politique et personnelle qui se prolonge pendant de nombreuses années, bien après la fin de leur relation amoureuse. La correspondance de Catherine avec les philosophes français, et en particulier avec Voltaire, est un autre aspect de sa vie. Elle échange des centaines de lettres avec lui, le qualifiant de mon maître et de mon professeur. Voltaire, de son côté, la considère comme la Sémiramis du Nord, une monarque éclairée qui met en pratique les idées des Lumières. Elle invite même Diderot, l'éditeur de l'encyclopédie, à Saint-Pétersbourg et lui fournit un soutien financier pour lui permettre de continuer ses travaux. Ces échanges ne sont pas de simples gestes de courtoisie. Ils sont la preuve d'une connexion intellectuelle profonde. Catherine est une dirigeante qui croit au pouvoir des idées, et elle utilise son pouvoir et sa richesse pour les promouvoir. Le règne de Catherine est un mélange de grandeur culturelle et de pragmatisme politique. Les fastes de la cour, l'ouverture sur les arts et la philosophie sont autant de gestes qui servent à légitimer son pouvoir et à consolider son image de monarque éclairé. Elle est consciente de son image et de la façon dont elle est perçue en Europe. Alors que nous nous laissons aller à la tranquillité de la nuit, nous pouvons contempler cette femme extraordinaire, non seulement en tant que souveraine, mais aussi en tant qu'amante des arts et des idées. Elle a utilisé le pouvoir pour créer la beauté, pour éduquer son peuple
et pour connecter la Russie à l'Europe. Laissons ces images d'artistes, de philosophes et de palais somptueux se transformer en rêves doux et créatifs. Le sommeil est comme une toile blanche où les idées et les couleurs peuvent s'exprimer librement. Nous arrivons maintenant au dernier chapitre de cette histoire, le dernier passage avant que nous ne nous endormions avec la légende de Catherine la Grande. Nous allons contempler la fin de son règne, son héritage durable et le crépuscule d'une vie extraordinaire. Les dernières années de sa vie sont marquées par des défis. La Révolution française éclate en 1789 et les idées de liberté, d'égalité et de fraternité se répandent comme une traînée de poudre en Europe. Les monarques, y compris Catherine, sont terrifiés par les bouleversements qui se produisent. L'impératrice, qui avait autrefois flatté les philosophes des Lumières, devient de plus en plus conservatrice et répressive. Elle censure les écrits libéraux et arrête les penseurs russes qui soutiennent les idéaux de la Révolution, craignant que les idées françaises ne s'infiltrent en Russie et ne menacent son pouvoir. Son règne se termine donc dans une contradiction amère, une lutte pour la survie de l'autocratie qu'elle a si brillamment dirigée. Malgré ces tensions, elle ne ralentit pas sa quête d'expansion. Le dernier grand conflit de son règne est la deuxième guerre russo-turque, 1787-1792, qui se termine par une nouvelle victoire pour la Russie. Le traité de Jassy cède le littoral entre le Dniestre et le Boug méridional, renforçant la présence de la Russie sur la mer Noire. La fin de sa vie est également assombrie par des problèmes de succession. La relation avec son fils, le grand-duc Paul Petrovitch, est de plus en plus tendue. Ils ne partagent pas les mêmes idées et se méfient l'un de l'autre. Catherine soupçonne Paul d'être contre elle et envisage de désigner son petit-fils, Alexandre, comme héritier. Cependant, la mort la surprend. Le 17 novembre 1786, alors qu'elle travaille à son bureau au Palais d'Hiver, elle est victime d'une attaque cérébrale. Elle meurt le lendemain sans avoir pu officialiser ses dernières volontés. C'est son fils Paul qui monte sur le trône et qui, par vengeance, annule de nombreuses réformes de sa mère. La mort de Catherine marque la fin d'une ère. Son règne a duré 34 ans et il a profondément transformé l'Empire russe. Son héritage est complexe et contradictoire, mais il est immense. Elle a fait de la Russie une puissance européenne de premier plan, avec un territoire agrandi et une influence qui s'étend sur le continent. Elle a fondé des villes, développé le commerce et l'industrie. Les institutions qu'elle a créées, comme le musée de l'Ermitage, sont des trésors culturels qui perdurent encore aujourd'hui. Elle a su mettre la Russie sur la carte de l'Europe, non seulement en tant que puissance militaire, mais aussi en tant que centre culturel et intellectuel. Cependant, son héritage est aussi marqué par le renforcement du servage, un système qui maintiendra des millions de paysans dans la misère jusqu'à son abolition en 1871. Elle a régné par la force et a réprimé les rébellions, montrant que la monarque éclairée avait aussi un côté impitoyable. Son règne nous rappelle que l'histoire est une affaire de nuances, où la grandeur et la cruauté peuvent coexister dans la même personne. Pour la Russie, Catherine la Grande est une figure mythique, une petite princesse allemande qui a réussi, par son intelligence, sa patience et son ambition, à devenir l'âme d'un empire. Sa vie est une leçon sur le pouvoir, la stratégie et la résilience. Elle est à la fois la mère de la patrie et une autocrate impitoyable. Alors que nous arrivons au bout de notre voyage, laissons ces images s'estomper doucement. Pensez à l'immense empire qu'elle a laissé derrière elle, un empire plus grand, plus puissant, mais aussi plus complexe. Pensez à l'héritage d'une femme qui a changé le monde. Sa vie est un conte fascinant, plein de paradoxes et d'événements inattendus. Que cette dernière réflexion sur son héritage vous accompagne vers un sommeil profond et sans rêve. Doux rêve.